Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, mets-y des pouces bleus. Ça ne te coûte rien et moi ça me permet d'être bien référencé. Si t'as carrément envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à faire un tour par Tipeee pour me laisser un pourboire ou Spreadshirt pour arborer mes couleurs. Vous savez, il est de ces histoires qu'on croit fausses tellement elles sont incroyables et qui en fin de compte... Ça y est, elle est arrivée! Et puis j'avais pas vraiment envie de faire un épisode aujourd'hui de toute façon. Quand j'étais petit, je jouais principalement avec deux choses. Des encyclopédies, c'est pas une blague, et des Lego. J'en ai d'ailleurs amassé une sacrée collection. Merci papa de m'avoir donné cette enfance. Mais il se trouve que j'ai toujours un petit peu 8 ans dans ma tête. Donc je continue à jouer avec des Lego. Et si vous vous souvenez de l'épisode numéro 1 d'Astronogeek, je me suis plaint d'un truc. J'ai pas de maquette de Saturn V. Par chance, cette merveilleuse firme de jouets qu'est Lego m'a permis de faire d'une pierre deux coups. Il existe un site internet qui s'appelle Lego Ideas et qui permet aux gens, aux créateurs de tout poil, de proposer leur propre création Lego. Si ça plaît suffisamment à la communauté, Lego se met à produire le fameux modèle. Et c'est le cas de cette boîte qui n'est pas un modèle qui a été inventé par Lego, on va dire, mais par un jeune garçon. Je ne sais plus d'où il est, mais merci beaucoup. Parce que grâce à toi maintenant, on peut acheter une Saturn V en Lego. Et quand j'ai découvert que ce projet allait vraiment être mené à bien, parce que je l'avais déjà vu sur Lego Ideas, j'ai été, comment dire, très content. Et quand j'ai appris il y a peu que le modèle était effectivement sorti, je me suis dit... À moi? Donc hier, j'ai fait 1 heure de route pour aller la chercher dans un Lego Store, parce que ça ne se trouve qu'en Lego Store. Pour le moment, dans les magasins de jouets normaux, on va dire, ça ne se trouve pas. Et moyennant la somme de 120 €, qui ne vient pas des tipeurs, hein, je tiens juste à le dire, c'est mon petit plaisir personnel. Moyennant 120 €, aujourd'hui, eh ben, on va construire une Saturn V. Et je précise aussi, bien entendu, que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Lego. C'est juste moi qui aime bien les Lego. Il existe déjà des tas de vidéos de review de cette boîte. Les Américains, les youtubeurs américains se sont littéralement jetés sur ce set. Et je comprends pourquoi. Donc je ne vais pas faire une énième review. Si vous voulez en voir, il y a suffisamment de chaînes YouTube dédiées aux Lego qui l'ont fait. Moi, je vais me contenter de la construire. Hein ? Est-ce que faire une vidéo sur le lanceur Saturn V était un prétexte pour aller m'acheter une boîte de Lego ? Oui, totalement. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du véhicule le plus puissant et le plus badass jamais construit par l'homme. Mis au point en 8 ans, il a volé sans jamais foirer pendant 6 ans et pour son dernier vol, il a emporté une station spatiale entière. Genre, ISS, on l'a assemblé bout par bout en orbite, Skylab, on le plante au sommet d'une Saturn V et c'est plié. Saturn V a eu beaucoup de papas, mais on va parler de l'un d'entre eux en particulier, Wernher von Braun. Wernher est quelqu'un de... un peu nazi. Dans les années 30, il commence des travaux sur ses premières fusées en Allemagne. Il profite de la montée du nazisme et de l'effort de réarmement du pays pour se faire financer ses travaux et met au point le missile balistique V2, capable de porter une charge militaire de 800 kg à 300 km. Mais qu'on se le dise, le missile était pas vraiment précis et on peut pas dire qu'il ait joué un rôle décisif dans la guerre. N'empêche qu'il a surtout été balancé sur des populations civiles et von Braun ne pouvait pas ignorer dans quelles conditions travaillaient les déportés chargés de l'assemblage des V2. On dira quand même à sa décharge que c'est pas lui qui choisissait les cibles de ses missiles et qu'à l'époque, si tu râlais sur le sort des déportés, t'allais les rejoindre. Donc bon, on sait pas trop ce qu'on aurait fait à sa place quand même.
À la fin de la guerre, les Américains récupèrent les scientifiques et ingénieurs allemands via l'opération Paperclip, et Werner se retrouve donc à travailler aux États-Unis sur les premiers missiles balistiques de l'armée de terre américaine, notamment le missile Jupiter. Quand la course à la Lune est lancée, il développe le lanceur Super Jupiter, qui s'appellera finalement Juno. C'est la fusée Juno 1 qui placera le premier satellite américain Explorer 1 en orbite. Il travaillera ensuite au développement des lanceurs lourds, et la planète qui suit Jupiter, c'est Saturne. C'est donc comme ça qu'il va les appeler. Il y aura donc Saturne 1 et rapidement Saturne 1B, conçu pour placer le module de commande Apollo en orbite basse. Le but était alors de le tester en attendant la conception du gros lanceur qui allait l'emmener jusqu'à la Lune. Par contre, les modèles 2, 3 et 4 de la Saturne ne correspondaient pas tout à fait aux attentes de la NASA. Ils sont donc restés à l'état de projet et on a directement sauté au modèle numéro 5. Saturne 5 ne devait pas se contenter d'emporter un module de commande en orbite basse, elle devait y emmener le module de commande, le module lunaire et un étage capable d'emmener tout ça jusqu'à la Lune. Autrement dit, là où une Saturne 1B emmenait 15 tonnes en orbite basse, une Saturne 5 y emmenait plus de 100 tonnes, les doigts dans le pif. Tu m'étonnes qu'elle était capable de trimballer toute une station spatiale. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Maintenant, analysons un peu comment est conçue une fusée Saturne 5. Si on regarde un vaisseau spatial de science-fiction, il est couvert de fioritures qui sont juste là pour habiller. Les designers décident de mettre des petits bidules un peu partout histoire de remplir. Mais dans le cas d'un vrai lanceur, chaque petit détail que vous pouvez y voir a son utilité. Il n'y a pas de place pour la déco sur une fusée. Jusqu'à la peinture. Les V2 de Von Braun étaient peints en damier noir et blanc, ce qui a d'ailleurs inspiré Hergé pour sa fusée lunaire. Ce motif servait à contrôler le roulis du missile pendant le vol. Le roulis, c'est s'il tourne sur lui-même. Et c'est pour la même raison que les lanceurs du programme Mercury portaient eux aussi des motifs noirs et blancs, puis ceux du programme Apollo. Mais alors, pourquoi pas faire comme Hergé et les couvrir complètement de damier? Tant qu'à faire, ça serait plus joli. Pour une raison simple, les réservoirs pressurisés sont maintenus à très basse température. C'est pour ça qu'ils se couvrent de condensation, que la condensation gèle et que des plaques de glace tombent des lanceurs au décollage à cause des vibrations. Mais la peinture noire absorbe la lumière du soleil et échauffe ces réservoirs, et ça, c'est pas trop le but. Donc on y met juste le strict nécessaire. La toute première Saturne V à avoir été assemblée n'était pas destinée au vol, elle s'appelle la Saturne 500F et a servi aux essais au sol. Elle portait une peinture noire plus importante sur le premier étage et les jours de plein soleil, il n'était pas possible de pressuriser correctement les réservoirs à cause de la chaleur absorbée. Petite parenthèse, si vous ne voyez pas de glace tomber d'un lanceur au décollage, c'est soit que ces réservoirs sont isolés, soit qu'elle utilise un carburant solide, comme les boosters à poudre par exemple. Ensuite, le lanceur était divisé en 3 étages. Pourquoi des étages ? Parce que si vous devez trimballer tout un énorme lanceur en orbite, vous devez vous trimballer des réservoirs vides, des moteurs éteints, bref, un gros poids mort qui vous coûte beaucoup de carburant supplémentaire. Donc on préfère larguer tout ce qui n'est plus utile au fur et à mesure pour faire des économies. Aujourd'hui encore, on étudie la possibilité de concevoir des SSTO pour Single Stage to Orbit, un seul étage jusqu'en orbite. Autrement dit, des vaisseaux qui peuvent aller jusqu'en orbite et en revenir en un seul morceau, ce qui diminuerait les coûts considérablement puisqu'on pourrait les réutiliser. Bref, pour soulever les 110 mètres et 3000 tonnes qu'elle pèse au décollage, notre Saturne V va avoir besoin du moteur le plus badass jamais conçu. Il s'agit du F1. Développé par Rocketdyne, un seul de ces moteurs pesait 8 tonnes et demie et créait une poussée de 690 tonnes en bouffant plus de 2 tonnes et demie de carburant par seconde. Par seconde. Par fucking seconde. Encore aujourd'hui, c'est le moteur à simple tuyère le plus puissant du monde. Un seul moteur le dépasse en puissance, le RD-170 russe, qui accuse 100 tonnes de poussée de plus. Mais celui-ci répartit sa poussée sur 4 tuyères. Or, sur une Saturne V, chaque tuyère, c'est un moteur. Il y a donc 5 moteurs sur le premier étage qui canardent une poussée phénoménale de 3500 tonnes. Regardez ces images. Elles proviennent d'une des caméras du pas de tir qui filme à 500 images par seconde. Quand les gaz sont enflammés dans la chambre de combustion, leur température monte à 3200 degrés et ils sont expulsés à plus de 2,5 km par seconde. Seulement, une température pareille ferait fondre les tuyères. Alors une partie des gaz est redirigée vers la paroi de la tuyère sans passer par la chambre de combustion. Ce sont les gaz noirs que vous voyez en sortie de tuyère et qui s'enflamment seulement en dessous. Ceux-ci ne s'échappent qu'à une température de 650 degrés et servent à isoler la tuyère pour éviter qu'elle ne se désintègre. En gros, c'est un moteur tellement badass qu'il faut lui jeter un mélange hautement explosif dessus pour éviter qu'il n'explose. Et le pire dans tout ça, c'est que ces moteurs fonctionnent un peu plus de 2 minutes et demie et ils sont bons pour la casse. Avant de le larguer, parlons encore un petit peu de cet étage. Certaines parties sont lisses, d'autres sont cannelées. Sur la maquette Lego, c'est représenté par ces petites grilles.
Dans la partie du bas se trouve le réservoir de RP1, un kérosène très raffiné. Et le kérosène étant lui-même très proche du diesel, à ceci près qu'il ne contient pas de soufre, on pourrait presque dire que le vaisseau qui a emmené les premiers hommes sur la Lune était équipé de moteurs diesel. Presque. Revenons à notre réservoir. Il est sous pression et donc il est très solide, un peu comme une bouteille de coca quand elle est fermée. Au-dessus, il y a le réservoir d'oxygène liquide, lui aussi sous pression et lui aussi très solide. Et entre les deux, il y a donc cette partie qui représente un point faible dans la structure. Les cannelures servent à renforcer la carlingue, tout simplement. La consommation des F1 est tellement dingue que les conduites de carburant passent directement au travers des réservoirs sans faire de coude, ce qui ralentirait le débit et obligerait à avoir de plus grosses pompes. Sur le côté du vaisseau court une longue conduite. Ça s'appelle un tunnel de service. Pas de carburant là-dedans, juste de la câblerie en tout genre. Dans les ailerons et au sommet de l'étage se trouvent des petits moteurs. Au moment de larguer cet étage à 67 km d'altitude, ils sont allumés pour freiner un tout petit peu et éviter que le reste du lanceur ne se prenne dans la gueule cet étage vide avant la mise à feu du second étage. D'ailleurs, cet étage-là, le second, est légèrement propulsé vers l'avant par quelques petits moteurs lui aussi, afin de tasser le carburant au fond des réservoirs. Parce que c'est difficile de mettre les moteurs en route si les ergols font des bulles au milieu du réservoir à cause de l'absence de pesanteur. Ensuite, on largue ces moteurs qui se trouvent sur la structure interétage. À ce moment-là, on se sépare aussi de la tour de sauvetage. C'est ce petit truc en forme d'antenne qu'on trouve au-dessus de tous les vaisseaux habités, sauf la navette spatiale. Il s'agit en fait d'une petite fusée équipée d'un moteur très puissant. En cas de pépin, il est mis à feu et emporte le module habité à l'écart du lanceur. Mais après la combustion du premier étage, la partie la plus critique du vol est passée et donc on s'en sépare. Dans toute l'histoire des vols spatiaux, la tour de sauvetage n'a servi qu'une fois. Je vous raconterai ça un jour. On allume alors les 5 moteurs J2 du deuxième étage. C'est ce qu'on appelle des moteurs cryogéniques. Ils étaient révolutionnaires pour l'époque et avaient notamment la particularité de pouvoir être rallumés plusieurs fois. Ils ne consomment pas du kérosène mais de l'hydrogène qui, associé à l'oxygène, est particulièrement explosif. Tous ceux qui cherchent le moteur à eau, le voilà. O2 plus 2H2 égale 2H2O. On a tous vu ça au lycée. Autrement dit, c'est un moteur propre puisqu'il ne crache que de l'eau. L'hydrogène liquide est moins dense que le kérosène, donc le réservoir n'a pas besoin d'avoir son propre arrondi et il est donc collé au réservoir d'oxygène. C'est pour ça que sur cet étage, il n'y a pas de section cannelée en bas, mais il y en a une en haut quand même au-dessus du réservoir d'oxygène. Et comme le débit de carburant est bien moindre par rapport au premier étage, le carburant va jusqu'au moteur en passant par des canaux à l'extérieur du lanceur. En vrai, c'est ça, et sur la maquette Lego, c'est ça. Cet étage se coupe alors que le lanceur est presque en orbite. Le troisième étage, qui s'appelle le S4B et qui abrite le LEM, est alors lui aussi séparé à l'aide de petits moteurs et termine la mise en orbite avec son moteur J2 unique. Une fois en orbite, l'équipage procède à une série de vérifications ainsi qu'un ajustement de sa trajectoire avant de rallumer le S4B. Pour ce faire, cet étage dispose lui aussi de petits moteurs pour pousser le carburant au fond des réservoirs avant l'allumage du moteur principal, et parce qu'il faut en contrôler l'attitude, il possède aussi des petits moteurs RCS dont on reparlera plus tard. L'étage, une fois rallumé, va alors mettre le vaisseau sur une trajectoire dite de Hohmann. En balistique, c'est une trajectoire qui consiste à aller d'une orbite à l'autre en consommant le moins de ressources possible. Précisons encore que la trajectoire sur laquelle le vaisseau se place est dite de retour libre. Quand le vaisseau Apollo va vers la Lune, il se place sur une trajectoire bien précise où, si rien n'est fait, l'attraction de la Lune va capturer le vaisseau et le renvoyer vers la Terre sans qu'il n'y ait besoin de rallumer les moteurs. Cette trajectoire faisait office de sécurité en cas de défaillance du moteur principal du vaisseau, et elle a été bien utile pour ramener l'équipage d'Apollo 13. Après leur accident, ils n'étaient plus sûrs de pouvoir allumer leur moteur sans qu'ils leur pètent à la figure, alors ils ont dû contourner la Lune et revenir comme ça. Bref, notre équipage est maintenant en route vers la Lune. Il est alors temps de séparer le module de commande du S4B, ouvrant au passage la coiffe de l'étage et révélant ainsi le LEM qui était caché en dessous. Le module de commande est alors retourné et vient s'amarrer au LEM. Une fois séparé, le S4B est alors rallumé une dernière fois pour éviter qu'il ne traîne dans les pattes du vaisseau Apollo, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur Apollo 12. Mais comme il n'y a plus personne à bord, cette manœuvre est faite à distance via des commandes radio. Au fait, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a autant de caméras sur et autour du lanceur? C'est au cas où les choses se passent mal. À la vitesse où un lanceur décolle, si un truc foire, il faut enregistrer chaque petit détail du vol pour pouvoir dire a posteriori ce qui a merdé et être capable de modifier le truc défectueux avant le vol suivant. Les lanceurs sont donc bardés de capteurs et de caméras, juste au cas où. Une fois arrivé près de la Lune, le vaisseau Apollo doit être freiné pour ne pas repartir sur sa trajectoire de retour libre et rester en orbite lunaire. L'équipage vérifie alors le site d'alunissage et 2 d'entre eux prennent place dans le LEM, tandis que le dernier reste à bord du module de commande en orbite.
À la surface des vaisseaux, vous pouvez voir de petites tuyères. Le système RCS, pour Reaction Control System, c'est ça. Ça sert à contrôler l'attitude du vaisseau. Pas l'altitude, l'attitude. Son orientation, si vous préférez. Pour ce faire, on provoque de toutes petites poussées via ces moteurs. Et ça permet aussi de créer une petite poussée pour plaquer le carburant au fond des réservoirs avant d'allumer le moteur principal. À partir d'une orbite de 110 km d'altitude, le vaisseau descend à 15 km seulement et module lunaire et module de commande se séparent alors. Le module lunaire va alors prendre ses distances avec le module de commande et commencer à freiner pour quitter son orbite. Arrivé à proximité du sol, le pilote stabilise le LEM en vol stationnaire et descend tout doucement. À environ 1,50 m du sol, le moteur est coupé pour éviter que le LEM ne rebondisse ou ne se retourne sous la pression des gaz, parce que la tuyère du moteur touche quasiment le sol une fois posée. Après leurs petites excursions au sol, les astronautes laissent sur place tout ce qui n'est plus utile, histoire de s'alléger. L'étage de descente sert alors de plateforme de décollage pour l'étage de remontée. Cet étage, à l'instar du moteur du module de service, fonctionne à l'aérosine. C'est un carburant bien pratique parce que dès qu'on en mélange ces deux composants, il s'enflamme spontanément. En théorie, ce moteur ne peut donc pas ne pas s'allumer. Autre particularité, la flamme de combustion de l'aérosine est invisible dans le vide. C'est pour ça que l'étage de remontée semble s'envoler tout seul sur les images des caméras restées sur place. Et les petits trucs qu'on voit gicler à droite à gauche, c'est des boulons explosifs, parce que c'est comme ça qu'on sépare un étage. Une fois en orbite, un rendez-vous orbital est effectué entre le module lunaire et le module de commande. Une fois l'équipage et les échantillons à bord, le LEM est largué. Décidément. Une fois l'équipage et les échantillons à bord, le LEM est largué, puis rallumé pour qu'il tombe sur la Lune. Encore une fois, c'est un poids mort, donc il vaut mieux s'en débarrasser. Le moteur du module de service est alors remis en route pour quitter l'orbite lunaire et retourner sur Terre. Pendant cette phase de retour qui dure environ 3 jours, une sortie extravéhiculaire est effectuée pour récupérer les films des caméras et appareils photo fixés sur le module de service, qui doit être largué avant le retour dans l'atmosphère. Pendant ce retour, le vaisseau tombe littéralement sur Terre et juste avant d'entrer dans l'atmosphère, sa vitesse atteint 11 km par seconde. À partir de 120 km d'altitude, le freinage commence à se faire sentir et le vaisseau est rapidement porté à une température de 3000 degrés, protégé par le bouclier en céramique qui se trouve sur sa face inférieure. À 7 km d'altitude, 2 petits parachutes se déploient pour stabiliser le vaisseau et faire descendre sa vitesse à un peu moins de 300 km/h. À 3 km d'altitude, les 3 parachutes principaux sont déployés et le module de commande finit sa course dans l'océan Pacifique à une vitesse de 35 km/h. 3 airbags sont alors gonflés pour que le vaisseau garde la tête en haut. Les astronautes sont ensuite extraits du vaisseau et héliportés sur un navire de la flotte venu les récupérer. Je serais bien rentré plus dans le détail des manœuvres spatiales, mais je crains fort que la plupart d'entre vous n'aient des connaissances en balistique trop faibles pour comprendre. Donc dans une prochaine vidéo, je vous apprendrai à piloter un vaisseau spatial. En attendant, levez les yeux au ciel et soyez astronogeek. À la revoyure.